Mes chers compatriotes, je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2025 et je fais cette vidéo parce que ça fait un an jour pour jour, c'était le 9 juin 2024 que se tenaient les élections européennes en France l'année dernière pour choisir nos eurodéputés. Alors un an après, j'ai voulu, je pense, faire un bilan de cette opération et en particulier de voir pourquoi et quelles ont été les promesses. Alors je ne vais pas parler de tous les partis politiques, mais je voudrais focaliser mon attention sur le parti dont on nous dit que c'est celui qui remporte le plus de suffrages, qui aurait les plus forts pourcentages dans les sondages, celui qui se présente comme étant le parti de l'alternance, celui qui se présente également comme un parti souverainiste, celui dont beaucoup de Français pensent encore qu'il propose plus ou moins de sortir de l'Union européenne. Je veux parler du Rassemblement national. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire lors des élections de l'année dernière, et depuis lors, j'ai constaté, je rencontre très souvent des citoyens dans la rue qui viennent me voir, que ce soit à Paris, dans des villes de province, etc., qui viennent me voir en me disant « Ah, monsieur Asselineau, je vous suis, ce que vous dites est extraordinaire, c'est vraiment... je vous soutiens, etc. » Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je demande systématiquement aux gens qui viennent me voir « Mais avez-vous voté pour nous, pour l'UPR, pour la liste que je conduisais aux élections européennes ?» Et dans à peu près 85% des cas, comme ça je l'ai noté dans ma tête statistiquement, dans 8 à 9 cas sur 10, la personne qui vient me voir en me disant « Ah ben non ». Et je demandais pourquoi, et la réponse c'est toujours la même chose. Ah ben non, moi j'ai voté utile parce qu'on savait que vous n'auriez pas de députés au Parlement européen. Et donc je dis mais pourquoi vous le saviez ? Ah ben parce que les sondages. Et puis parce que vous n'êtes pas beaucoup à la télé. Alors je voudrais ici donc montrer à toutes les personnes qui m'écoutent quelles sont les conséquences concrètes de ce prétendu vote utile. Et nous allons faire donc un examen, c'est vraiment tout à fait intéressant, de la liste du Rassemblement national qui était menée par M. Bardella. Je vous présente la profession de foi qui a été envoyée à 48 millions d'électeurs qui représentaient cette liste. Et le thème de cette liste, c'était « La France revient ». Évidemment, ça fait plaisir à voir, à lire, à entendre. C'est évidemment différent de ce que nous disions. Nous disions qu'il fallait sortir de l'Union européenne, et là, il n'y avait pas d'autre solution. La France revient comme par miracle, avec des photos qui ont été complètement photoshopées, avec Madame Le Pen et Monsieur Bardella, sourire gypse, n'est-ce pas, le très 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 marketing. Ça, c'est pour s'adresser aux personnes qui ne font absolument pas attention à la politique et qui votent de façon comme ça, prime sautière, superficielle, à l'emporte-pièce. Ah tiens, ils ont une belle tête, allez, je vais voter pour eux, et voilà. Et puis la France revient. Ah ben je suis d'accord, grâce à Le Pen et à Bardella, la France va revenir. Alors regardez un petit peu plus près cette profession de foi. Vous avez, comme vous voyez, un pavé à droite, dans la colonne de droite, avec marqué « Le 9 juin, votez RN ». Et pourquoi est-ce qu'il fallait voter le 9 juin 2024 RN ? Pour trois choses. 1. Pour protéger votre identité, vos frontières et votre pouvoir d'achat. Alors je voudrais m'adresser ici aux personnes qui m'écoutent. Est-ce que vous croyez que depuis un an, la protection de l'identité nationale s'est accrue ? Est-ce que vous pensez que depuis un an, les frontières ont été protégées ? Est-ce que vous pensez que depuis un an, le niveau de vie s'est amélioré ? La réponse est non. Évidemment. Évidemment. Zéro. Voilà. C'est le contraire qui est vrai. Puisque l'Union européenne, je l'ai expliqué, et j'étais le seul à l'expliquer, parce que M. Bardella, ni Mme Le Pen, ni le RN ne l'expliquaient dans leur profession de foi, ni jamais aux Français. À partir du moment où on est dans l'Union européenne, nous acceptons la politique migratoire de l'Union européenne, dont je rappelle, parce que Mme Le Pen, M. Bardella, c'est pareil pour Zemmour, Knafo, Marion Maréchal et tout le tout-team. La politique migratoire de l'Union européenne est fixée par l'Union européenne depuis le traité d'Amsterdam de 1999. Et cette politique consiste à faire entrer 4 millions de migrants par an, des migrants légaux, dans l'Union européenne. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite en novembre 2023, il y a bientôt
2 ans, enfin c'était il y a 1 an et 9 mois, que j'avais faite, où je citais ce chiffre de 4 millions de migrants par an. Madame Ylva Johansson, qui était à l'époque la commissaire européenne chargée de ces questions, en avait parlé lors d'une conférence publique en Espagne. Et depuis lors, ce nombre a toujours été confirmé par la Commission européenne. Alors, ça se poursuit. Et dans la mesure où on y reste, eh ben on y reste. Voilà. Alors, là, le niveau de vie, le pouvoir d'achat s'est effondré. C'est notamment corrélé avec la cherté de l'énergie, c'est-à-dire le marché de l'énergie. C'est corrélé avec la destruction de Nord Stream, etc. Et quant à la protection des frontières, bon, bah, c'est du pareil au même. Je vous laisse pareil que l'identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour lequel il fallait voter RN. Il y a 1 an, jour pour jour, le 9 juin 2024, d'après la profession de foi de M. Bardella et du RN et de Mme Le Pen, c'était pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Bon, ce que je dis là s'adresse à tout le monde. Je sais que parmi les personnes qui vont m'écouter et me regarder, il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas admettre ce que je dis. Voilà. Je leur mets les preuves sous le nez. Eh ben non. Parce que c'est trop contraire à ce qu'ils pensent depuis des années. Le cerveau a été formaté, donc ça, évidemment, c'est triste. Je ne peux rien pour eux. Mais pour beaucoup de Français, quand même, qui gardent quand même un petit peu le discernement, ben, ils peuvent regarder avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque ? Il fallait voter il y a 1 an pour la liste de M. Bardella et de Mme Le Pen au Parlement européen pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Or, depuis 1 an, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le Rassemblement national a brutalement interrompu la procédure de destitution de Macron qui avait été lancée par la gauche, par le NFP, au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Donc ils ont non pas sanctionné la politique d'Emmanuel Macron, ils ont sauvé Emmanuel Macron. Et pour sanctionner la politique du gouvernement, c'est pareil. À répétition, le Rassemblement national a refusé de voter la censure de Bayrou. Plusieurs fois, et encore très récemment. Donc ce point 2 est extraordinaire. Vous devriez le mettre en lettres de feu. Enfin, nous, on va le rappeler sans arrêt. Pour vous montrer à quel point le RN se moque des électeurs. Ce prétendu parti qui, paraît-il, est le premier avec 32-35% des voix. Le troisième point pour lequel il fallait voter pour le RN le 9 juin, c'était pour engager l'alternance en France et en Europe. Alors l'alternance en France, ça n'a aucun rapport. Il n'y avait pas eu d'alternance. Entre-temps, d'ailleurs, il y a eu la condamnation de Mme Le Pen à l'inéligibilité qui fait qu'on ne sait même pas qui le RN va présenter en 2027. Est-ce que Mme Le Pen, d'ici là, aura réussi en cour d'appel à faire retirer son inéligibilité ou pas ? Si elle ne le peut pas, qui sera le candidat du RN ? Est-ce que ce sera M. Bardella ? Mais enfin, si on lit bien ce qu'on lit dans la presse, il semble qu'il y ait quand même une forte opposition au sein même du RN contre M. Bardella. Enfin bref, l'alternance n'est pas du tout à l'ordre du jour. Quant à l'alternance en Europe, il ne faut pas se moquer du monde. Et là, c'est vraiment se moquer du monde. Parce que je sais bien que parmi les gens qui vont m'écouter, il y a des gens qui vont dire oui, mais il n'a pas raison, on ne peut pas taper sur le RN parce que le RN est minoritaire, etc. Mais ça ne m'a pas échappé que le RN n'est pas au gouvernement. Mais c'est justement ça qu'il faut dire, parce que de toute façon, le Rassemblement national a eu 25 députés. C'était le plus grand groupe de députés au Parlement européen. Mais je rappelle qu'il y a 720 eurodéputés. Et je rappelle que si, d'aventure, le RN avait fait 100% des suffrages en France, il n'aurait jamais eu que 81 députés sur 720, c'est-à-dire 11,2% des voix. C'est-à-dire que de toute façon, lorsque le RN prend des positions, et on va le voir que c'est ce qu'il annonce, voilà la politique qu'il va faire au niveau européen, il se moque du monde. Nous expliquons que de toute façon, un eurodéputé ne peut pas changer. D'abord parce que le Parlement européen a très peu de pouvoir, même s'il y en a un peu plus que dans les premières années de sa création. Mais il n'a qu'un pouvoir de codécision. Mais deuxièmement, parce que de toute façon, la France est ultra minorisée, avec 11,2% des eurodéputés.
Donc faire, comme on va le voir maintenant dans la profession de foi, Bardella-Le Pen pour le RN, les autres partis, c'était pareil d'ailleurs, hein, à part nous, mais les autres partis qui ont des projets pour l'Europe, alors que nous expliquions qu'on ne peut pas avoir de projet quand on représente 11% des suffrages. Alors justement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette profession de foi? Ben, regardez avec moi. Françaises, Français, alors que l'Europe de Macron... Alors déjà, ça c'est assez choquant. C'est pas l'Europe de Macron. Voilà. Macron, là-dedans, n'est qu'un rouage de l'État profond, de l'oligarchie euro-atlantiste. C'est pas son Europe. C'est l'Europe à laquelle participe Macron. Mais les autres, c'est bien pareil. C'est aussi l'Europe de Merz. C'est aussi l'Europe de Meloni. C'est aussi l'Europe de tous les dirigeants européens. Alors que l'Europe de Macron aggrave chaque jour la submersion migratoire, ça c'est exact, la crise de l'inflation et le mépris du peuple, notre pays est à l'heure des choix. Les élections européennes du 9 juin sont un grand référendum pour ou contre le délitement de la France et de l'Europe. Ça ne veut rien dire, un référendum pour ou contre le délitement de la France et de l'Europe. Ce qui voulait dire quelque chose, ça aurait été pour ou contre rester dans l'Union européenne ou en sortir. Ça, c'était notre position. Mais dire pour ou contre le délitement de la France et de l'Europe, ça ne veut en fait concrètement, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est comme s'il y avait, ça sera un référendum pour ou contre le beau temps, pour ou contre le fait qu'il fasse beau cet été. Ce sont des choses qui ne dépendent pas du Rassemblement national. Lors de ces élections, vous pouvez faire le choix d'un vote de sursaut national en élisant des députés patriotes, compétents, expérimentés, proches des Français. Ils seront la voix du peuple au Parlement européen et défendront sans relâche l'intérêt de la France. Bah écoutez, excusez-moi, mais à part, effectivement, il y a un ou deux députés, je pense notamment à Madame Joron, Virginie Joron, qui fait bien son travail d'eurodéputée et qui, elle, effectivement défend, et qui est une bonne technicienne et qui défend bec et ongle les intérêts de la France, il faut le reconnaître. Il y a de temps en temps aussi Thierry Mariani, j'ai eu l'occasion de l'épingler, qui lui aussi tire la sonnette d'alarme sur le fait que l'Europe est en train de détruire l'agriculture et donc il s'en scandalise. Mais ils font peut-être bien leur travail, mais eux-mêmes ils restent dans le RN et donc refusent de sortir de l'Union européenne. Donc ils participent aussi de cette espèce de tour de passe-passe et d'arnaque en fait des électeurs. Je rappelle quand même que M. Bardella, qui d'ailleurs vient très rarement au Parlement européen, et je rappelle qu'il s'est illustré en allant déjeuner avec un sourire jusqu'aux oreilles, bras dessous avec Mme Valérie Hayer et Mme von der Leyen, déjeuner avec Zelensky pour le soutenir dans l'Union européenne. Est-ce que vraiment les électeurs du RN qui ont voté pour cette liste se doutaient que leur tête de liste allait déjeuner, banqueter avec Zelensky? Je n'en suis pas si certain. J'aimerais d'ailleurs savoir comment ça se passe entre M. Bardella et M. Thierry Mariani, puisque M. Mariani, lui, est là pour essayer de drainer au RN les électeurs qui sont anti-ukrainiens et qui veulent que cette guerre cesse, tandis que M. Bardella est là pour drainer les autres. Ça s'appelle une stratégie marketing de râteau. Il s'agit de ratisser large, mais au total, évidemment, ce sont les électeurs qui sont cocus, puisqu'ils donnent un mandat, un chèque en blanc à des gens qui font ensuite la politique qui n'était pas prévue par leur profession de foi. Alors je termine le propos. Contre l'Europe de Macron, encore une fois l'Europe de Macron, mais c'est pas l'Europe de Macron, ils auraient mieux fait de dire l'Europe de von der Leyen, ou l'Europe, la BCE, l'Europe de Mme Christine Lagarde, ou ils auraient parlé de l'Europe de l'OTAN. Hein. Contre l'Europe de Macron, nous portons l'Europe des nations qui protège votre identité, votre sécurité et votre pouvoir d'achat. Parce que l'état du pays exige le rassemblement, je vous appelle au vote et au vote utile en groupant vos voix sur la seule liste qui peut gagner. Alors là, nous y voilà. Alors déjà, nous portons l'Europe des nations. Si vous parlez bien le français, réfléchissez à cette formule. Ça veut dire quoi? Nous portons l'Europe des nations. Moi, je sais ce que c'est que, je sais pas moi, porter un sac, porter une valise, Mais porter l'Europe des nations, ça veut dire quoi? Porter le projet d'Europe des nations, ça aurait été mieux formulé, mais ça ne veut rien dire. Concrètement, comme disent les anglo-saxons, where is the beef? Où est la barbaque? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à manger concrètement? Rien. Nous portons l'Europe des nations. En revanche, la dernière phrase, et vous voyez que c'est en gras, elle est fondamentale, je la relis.
Je vous appelle au vote et au vote utile en groupant vos voix sur la seule liste qui peut gagner. C'est pour ça que beaucoup des gens qui me suivent se sont dit « Bon, Asselineau, l'UPR, c'est vachement bien. » Mais bon, combien de gens m'ont dit « Mais oui, mais vous n'avez pas de chance de gagner. » Donc, j'ai voté utile. C'est une escroquerie. Vous avez affaire à des escrocs. Jadis, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, avait une formule qui était assez drôle. Il disait « Je préfère être battu sur mes idées qu'être élu sur les idées des autres ». Eh bien, les gens, là, lorsqu'ils doivent voter au moment où on vote, surtout qu'en plus il s'agissait d'un vote à la proportionnelle, plutôt que de voter pour un parti dans lequel vous n'avez pas beaucoup confiance, et d'ailleurs il y a de plus en plus d'électeurs du RN qui ont de moins en moins confiance dans ce parti, on peut le comprendre, eh bien, dire qu'il faut se rassembler pour le seul parti qui a des chances de gagner, pourquoi est-ce que c'est le seul parti qui a des chances de gagner ? Parce qu'il passe en boucle sur tous les médias, et tous les médias nous indiquent que c'est le parti qui fait le plus fort score dans les sondages. Ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faudrait interdire les sondages politiques pendant 3 mois avant des élections. Parce que c'est un formidable procédé pour laver le cerveau de la population. Parce qu'en pratique, c'est ce que j'ai dit à toutes les personnes qui viennent me voir dans la rue, j'ai dit en pratique, c'était utile pour qui et pourquoi ce que vous avez fait ? En pratique, ce vote a été utile surtout pour l'oligarchie, puisqu'il n'y a pas d'eurodéputés pour proposer le Frexit et pour parler, pour porter la voix de tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne. Et nous n'avons pas d'eurodéputés français pendant 5 ans. C'est pareil d'ailleurs pour Mme Knafo, pour Mme Marion Maréchal. Ils ne proposent pas la sortie de l'Union européenne. Et ce propos liminaire sur la profession de foi a été signé de Bardella. Le 9 juin, avec vous, la France revient, l'Europe revit. Alors je m'adresse à vous. Est-ce que la France, depuis 1 an, est revenue ? Est-ce que l'Europe revit ? Non. Et que ceux qui disent oui, mais parce qu'ils ne sont pas majoritaires, de toute façon, je vous ai expliqué, je viens de vous l'expliquer, que de toute façon, les eurodéputés français sont ultra minoritaires, quel que soit le résultat. Donc en fait, ce sont des promesses, ce sont des fake news, ce sont des fausses promesses. Ils ne sont pas les seuls. Tous les autres partis, à part nous, font la même chose aux européennes, en promettant monts et merveilles, ils veulent changer l'Europe et c'est ça. Je l'ai déjà dit 50 fois. Mais là, je m'adresse particulièrement aux électeurs du RN, parce que beaucoup, plutôt que de voter pour nous, alors qu'ils aiment bien, ils apprécient nos analyses, se sont dit ça, ils ont répété ce qu'ils ont lu. Eh bien non, on va voter utile parce que c'est le seul qui puisse gagner des voix. Et puis la profession de foi, elle avait un verso, il n'y avait pas qu'un recto. Alors ça vaut le coup aussi de jeter un œil sur le verso. Vous le voyez avec moi, regardez rapidement. Pour l'Europe des nations contre l'Europe de Macron. Encore une fois, cette volonté absolue de prendre les Français pour des imbéciles, comme si c'était Macron qui pilotait cette Europe, ce qui est faux, puisque tout le monde sait que cette Europe n'est absolument pas pilotée par Macron, que cette Europe, elle est dans les mains de von der Leyen, qui n'est elle-même qu'une marionnette de l'oligarchie euro-atlantiste. Cette Europe, elle est dirigée par Madame Christine Lagarde, qui n'est elle-même qu'une marionnette des mêmes forces. Et cette Europe, elle est dirigée par l'OTAN, qui est elle-même une marionnette de l'État profond américain. Mais bon. Alors, pour l'Europe des nations, nous défendrons 1. L'arrêt de la subversion migratoire par le contrôle de nos frontières et l'expulsion des clandestins. Est-ce que ça a eu lieu ? Non. Est-ce que ça pouvait avoir lieu ? Non. La promesse était donc d'emblée une fausse promesse. Deuxièmement, pour votre sécurité et nos valeurs de civilisation, par la tolérance zéro, l'expulsion des délinquants et des islamistes étrangers. Des islamistes étrangers, donc là c'est vraiment montrer du doigt, pointer du doigt les immigrés, pointer du doigt l'islam. Est-ce que ça a été suivi des faits ? La réponse est non. D'ailleurs, au passage, il faut être honnête, ça ne concerne pas uniquement l'Union européenne.
Ça concerne un problème pour lequel j'attends toujours une réponse de M. Zemmour, ou de Mme Knaffo, ou de Mme Le Pen, ou de M. Bardella, ou de Mme Marion Maréchal. Comment font-ils pour expulser des personnes qui sont frappées d'OQTF si aucun pays étranger ne les accepte? Donc il y a quand même toute une réflexion qu'il faudrait conduire, et l'on attend toujours que la réflexion soit menée et présentée. Troisièmement, votre pouvoir d'achat par la baisse des factures d'électricité et le refus de tout impôt européen. Bon, la baisse des factures d'électricité, tout ça. Alors l'électricité, c'est défendu, le prix de l'électricité en France est fixé au niveau national, mais enfin la France fait toujours partie du marché commun de l'énergie. Et le fait que les Français aient voté pour M. Bardella et d'avoir envoyé le principal groupe, le premier groupe d'eurodéputés français, c'est justement le groupe du RN, n'a pas changé d'un iota cet aspect. Quatrièmement, le patriotisme économique par la priorité aux entreprises françaises dans la commande publique. Est-ce que ça a changé? Non, évidemment, c'est contraire aux traités européens. Donc c'est encore une promesse que le RN a faite sans pouvoir, et d'emblée sachant qu'il ne pourrait pas la mettre en œuvre, quel que soit son score. Cinquièmement, notre agriculture par l'arrêt de l'écologie punitive et la lutte contre la concurrence déloyale. J'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Thierry Mariani a fait récemment une vidéo pour se plaindre des négociations, par exemple, avec le Mercosur qui avancent, qui vont très vite. Bon, très bien, il s'est plaint, et c'est tout. Voilà. C'eût été tout autre chose, je me permets d'insister, s'il y avait eu 5 ou 6 ou 7 députés de l'UPR au Parlement européen, on n'aurait pas pu changer non plus, hein, je vous rassure. Je ne suis pas là en train de vous vendre quelque chose de miraculeux. Mais au moins, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait fait ce qu'avait fait Nigel Farage quand il était eurodéputé, c'est qu'à chaque fois qu'on aurait eu la parole, on aurait mis les pieds dans le plat. On aurait expliqué qu'il faut sortir de l'Union européenne, on aurait relayé ça dans tous les médias, on aurait fait de la pédagogie auprès du peuple français. On aurait mis autant que faire se peut, on aurait mis Mme von der Leyen et toute l'oligarchie de la Commission européenne dans les plus grandes difficultés au Parlement européen. Ce que ne fait absolument pas le Rassemblement national. On aurait également, avec nos analyses, nos interventions, on aurait pu forcer les autres eurodéputés à se positionner. Hein, je rappelle que Madame Manon Aubry du groupe de LFI, alors elle fait des oppositions, mais tout en étant dans le cadre de l'Union européenne. Et rappelez-vous qu'elle a sauté au cou de von der Leyen le moment venu. On poursuit les promesses du RN dans ce cadre. La simplification administrative par la lutte contre les normes et les interdits abusifs, bon, rien du tout. Voilà. C'est au contraire le contraire qui est vrai. Alors, il y a quelque chose qui est passé au Parlement français, c'est la suppression des ZFE, où le RN, il faut le reconnaître, mais pas que le RN, il y a eu aussi LR, il y a eu aussi d'autres députés, un certain nombre de députés de gauche qui s'y sont joints, ont fait capoter le projet de création des ZFE, mais ces projets des ZFE qui est exigé par Bruxelles. Et l'affaire n'est pas réglée du tout, puisque probablement que actuellement, je crois, c'est pendant devant le Conseil constitutionnel. Il n'est pas du tout exclu que l'on soit obligé de réintroduire les ZFE ou alors de payer des sommes, des pénalités absolument considérables. C'est-à-dire le fait de voter pour le RN au Parlement européen n'a strictement eu aucun effet sur ces questions. La fin de l'élargissement de l'Union européenne par le refus de l'adhésion des Balkans et de la Turquie. Alors ça, c'est un clin d'œil aux islamophobes, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Puisque j'ai pas rêvé, semble-t-il, c'est que l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne va de plus en plus vite. Et Mme von der Leyen a dit qu'elle était pour une fast track, je crois, une adhésion très rapide de l'Ukraine, de Zelensky dans l'Union européenne. Je rappelle d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, que M. Bardella est allé déjeuner avec M. Zelensky et que le Rassemblement national soutient l'Ukraine. C'est-à-dire que ça, c'est une promesse qui, de toute façon, serait... S'il y avait un débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, vous verriez que le RN ne voterait pas contre, puisque, justement, ils se sont complètement alignés sur le narratif des élites euro-atlantistes.
Nous défendrons notre souveraineté et notre droit de veto pour ne pas subir les décisions contraires aux intérêts vitaux de la France. Bon, il suffit d'aller regarder la petite vidéo plaintive de M. Thierry Mariani sur le Mercosur pour voir à quel point tout ça, ce sont des fausses promesses, puisqu'ils ne peuvent pas de toute façon. C'est pas eux qui décident dans ces questions. Hein. Celui qui démettra le droit de veto, c'est éventuellement le président de la République. Or, le président de la République, c'est M. Macron, que Mme Le Pen et le RN refusent de destituer. Et enfin, une Europe des projets par des coopérations sur les technologies vertes, le spatial, le numérique, la recherche scientifique. Bon, très bien, ça, tout le monde est d'accord, hein, mais il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour faire des projets et des coopérations scientifiques. Et le résultat, c'était dimanche 9 juin, pour gagner un seul vote utile, voter Bardella. Eh bien, moi, je dis pas du tout. Il n'y avait qu'un seul vote vraiment utile, c'était le vote de l'UPR. Et malheureusement, les électeurs sont encore une fois tombés dans le panneau. C'est un vote utile, en effet, de voter Bardella. C'est un vote utile pour l'oligarchie euro-atlantiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Bardella et le RN sont constamment mis en avant. C'était un vote utile aussi de voter pour le LFI, puisque c'est un vote utile pour l'oligarchie euro-atlantiste, puisque, en fait, les Français sont maintenus artificiellement dans ce clivage droite-gauche et votent pour des prétendus opposants qui, de toute façon, ne veulent rien changer. Alors, j'ai commencé cette vidéo en vous disant que je voulais revenir sur ce 9 juin, un an jour pour jour. En fait, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée, puisque nous sommes aujourd'hui lundi 9 juin. Madame Le Pen, justement, avait décidé de fêter ce qu'elle appelait la victoire du 9 juin 2024, la victoire du RN, et elle avait invité à venir dans le Loiret, dans un petit village du Loiret, les différents dirigeants des partis politiques et de différents pays qui participent au groupe des eurodéputés dans lequel appartient le RN. Alors, je crois que c'est très important, là aussi, que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Regardez cette brochette qui a eu lieu. On voit donc Mme Le Pen et M. Bardella ont convié les partenaires qui sont au sein de leur groupe. Alors déjà, je voudrais dire un point, c'est le nom du groupe. Ce groupe s'appelait Identité et démocratie dans la mandature précédente du Parlement européen. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'en changer le nom collectivement, sur une suggestion d'ailleurs de Viktor Orban, le Hongrois. Et maintenant, ça s'appelle Patriots. Normalement, en anglais, c'est sans E, en français avec un E. Patriots.eu. Alors, ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Parce que identité et démocratie, il y avait le mot identité. Maintenant, il est question de patriote.eu, en utilisant le suffixe .eu que l'on trouve notamment sur Internet, qui s'oppose. Ce suffixe a été créé pour s'opposer aux nations. Hein, c'est pas, vous savez que normalement, vous avez des adresses en .com ou .fr, par exemple, pour ce qui concerne la France. Eh bien là, .eu, ça veut dire on se reconnaît dans l'Union européenne. Alors déjà, c'est un changement sémantique très très important. Et ça donne à penser que l'on peut être patriote européen. C'est d'ailleurs l'objectif. En fait, c'est exactement ce que dit Michel Barnier, hein, qui justement se proclame patriote européen. Donc en fait, Mme Le Pen, M. Bardella, sans l'avoir bien expliqué aux Français, n'appartiennent plus au groupe Identité et démocratie, ils appartiennent maintenant au groupe patriote européen. Ça veut donc dire que la France, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'être patriote français, en fait, dans cette histoire. Deuxièmement, ce groupe patriote européen a été créé sur une instigation de Viktor Orban, et c'est M. Bardella qui actuellement est le président de ce groupe au Parlement européen. Il ne préside pas le groupe du RN. Ça, c'est M. Garot qui est un eurodéputé du RN. M. Bardella a la position éminente de présider ce groupe patriotes européens. C'est assez normal d'ailleurs parce que le RN a eu le plus grand nombre de députés. Et donc dans ce groupe patriotes européens, le RN nous explique qu'il y a 14 pays et 16 partis politiques qui sont représentés. Regardez sur la plaquette que le RN a publiée à l'occasion de cet événement.
Madame Le Pen et Monsieur Bardella nous expliquent, voilà la liste des membres, des partis politiques et des pays représentés. Vous l'avez sous les yeux. Cette alliance européenne réunit aujourd'hui 16 partis politiques issus de 14 pays, le Rassemblement national pour la France, Fidesz pour la Hongrie, Vox pour l'Espagne, le PVV, c'est le Parti de la Liberté pour les Pays-Bas, la Lega pour l'Italie, Anno 2011 et Motoriste et PRISA pour la République tchèque. Donc il y a 3 partis pour un seul pays, pour la Tchéquie. Le Vlaams-Belang pour la Flandre. Notez d'ailleurs au passage que il parle de la Flandre et non pas de la Belgique, donc comme s'ils actaient déjà l'explosion de la Belgique. Par ailleurs, le FPE, c'est le fameux parti autrichien, le parti d'extrême droite. Ruch Narodowy, qui est le parti de la Pologne. Czega pour le Portugal. Le Dansk Folkeparti, le parti du peuple danois, pour le Danemark. Latvia First pour la Lettonie. Foni Logikis, ça veut dire les paroles de bon sens, c'est le nom du parti qui est le parti grec. Et EKRE pour l'Estonie. Alors, si vous regardez cette liste et que vous regardez la photo que je vous présente, vous notez déjà que parmi les invités, il n'y a en fait que 9 pays représentés. Il y a, à part la France, il y a la République tchèque, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, l'Estonie et la Belgique, plus exactement la Flandre. Ça veut dire que sur les 14 pays, il y en a 5 qui ne se sont pas fait représenter, c'est-à-dire les Pays-Bas. M. Geert Wilders n'est pas venu et n'a pas jugé bon, semble-t-il, d'envoyer quelqu'un. Même chose pour le FPE autrichien. Même chose pour Czega, le parti portugais. Même chose pour le parti danois. Même chose pour le parti letton. Alors déjà, je trouve ça assez curieux, parce qu'en fait, ça devait être la grande fête, si j'ai bien compris, parce que ce qui se cache derrière, c'est de montrer qu'on va pouvoir changer l'Europe parce qu'on est très fort, on s'unit. Manque de peau, il y a 14 États sur 27, donc déjà, ça veut dire qu'il y en a 13 États qui ne font pas partie du groupe. Donc déjà, c'est mort pour changer l'Union européenne, puisque je rappelle que tous les grands changements se font à l'unanimité. Donc encore une fois, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour montrer une unité factice, comme si même ces 14 pays pouvaient changer quoi que ce soit. Mais deuxièmement, même sur les 14, il y en a quand même 5 qui n'étaient pas présents et qui ne se sont pas fait représenter. Il y en a qui se sont fait représenter par un des membres du parti, un des vice-présidents, ce qui n'est pas le cas de ces 5 pays. Ça, c'est le premier point. Donc, en termes de présentation, là aussi, c'est un petit peu embarrassant. Mais ce qui est intéressant également, c'est de regarder la brochette des gens qui y sont présentés. Parce que Mme Le Pen et M. Bardella, qui sont tous les deux sur cette photo, vous pouvez être certain, mais alors sûr et certain, que toutes les officines de désinformation, que toutes les officines qui travaillent pour Édouard Philippe, que ce soit LCI, que ce soit BFM TV, que ce soit Libération, que ce soit Le Monde, etc., Mediapart, ils sont tous en train de décortiquer ça pour 2027. C'est-à-dire qu'ils vont montrer ensuite aux Français, après avoir fait mousser le RN, jusqu'à ce que le RN passe le premier tour, c'est ça l'objectif, entre le premier et le second tour, tac, ils ressortiront cette photo et ils commenteront les gens avec lesquels M. Bardella et Mme Le Pen fricotent. Pour appeler, évidemment, à un nouveau barrage, de nouveau, à la castorisation des Français, des électeurs, entre le premier et le deuxième tour de 2027. C'est pour ça que ça, c'est très très important, ce que je vous montre là. Ça montre que le RN a partie prenante avec l'ensemble des opérations. Parce que je peux vous dire que moi, personnellement, j'aurais refusé d'être à côté d'un certain nombre des personnes qui sont ici en photo. On va d'ailleurs les passer en revue, si vous voulez bien, parce que les Français, on ne leur explique pas. En revanche, entre le premier et le deuxième tour de 2027, on va vous les ressortir, ceux-là. Alors, on regarde, si vous voulez bien. Premièrement, M. Andrej Babiš, qui est tchèque. Alors lui, c'est un multimilliardaire. Il a été président du gouvernement de la République tchèque pendant 5 ans.
Il ne l'est plus, il n'est plus que député désormais. Mais enfin, il a été un personnage haut en couleur et particulièrement controversé, comme on dit. Il y a de quoi. Il y a de quoi parce que ce monsieur a non seulement tenu des propos à l'emporte-pièce, mais il a été sous le coup d'un certain nombre de véritables soucis. Il a été poursuivi par l'OLAF, c'est-à-dire l'organisme contre la corruption et les détournements de fonds européens. Il avait notamment eu 50 millions d'euros qui étaient disparus dans un truc qui s'appelait le Nid de Cigogne, qui était une espèce de complexe vaguement commercial ou agricole, je ne sais plus très bien. Eh bien, dans ce Nid de Cigogne, en fait, c'était un nid de vipères, semble-t-il, et donc il y a eu des détournements de fonds. Évidemment, c'est pas le RN ni Mme Le Pen qui vont s'en scandaliser, puisque Mme Le Pen a été condamnée justement pour détournement de fonds européens. Bon, mais enfin, M. Babis aussi. Il a fait l'objet de ces investigations. C'est pas tout. Il a fait des scandales à n'en plus finir. Il a eu le faux enlèvement de son fils. Il a fait des déclarations en allant dans un camp de concentration qui s'appelle le camp de Lety, du temps de la Seconde Guerre mondiale, installé en République tchèque, où étaient concentrés des Roms, c'est-à-dire des tziganes. Et donc là, il a fait des déclarations du dit non, c'était pas un camp de concentration, c'était simplement un camp de travail. Donc ça a fait évidemment le tollé que vous imaginez. Par ailleurs, ce monsieur a des intérêts, des conflits d'intérêts très importants. Il avait des liens financiers, semble-t-il, avec le président tchèque. Il y a des choses pas du tout claires dans ses affaires personnelles. Et cerise sur le gâteau, son nom faisait partie des Pandora Papers, vous savez, le scandale qui avait eu lieu sur toutes ces fortunes qui étaient placées dans des paradis fiscaux pour y cacher de l'argent ne sentant pas forcément très bon. Voilà qui est sur la photo directement à côté de M. Bardella. Ça, c'est cadeau pour Libération, Mediapart, Le Monde, c'est cadeau pour tous les médias qui, entre le premier et le deuxième tour, feront ça. Ensuite, il y a Viktor Orban. Alors Viktor Orban, vous le connaissez, on ne le présente plus. C'est le Premier ministre hongrois qui paraît inamovible, qui a eu des positions de temps en temps courageuses, il faut le reconnaître, mais c'est un courage quand même à géométrie très variable. Parce que, en définitive, l'objectif de Viktor Orban, ça n'est pas de sortir du tout de l'Union européenne, c'est de faire monter les enchères pour récupérer le maximum de pognon. Ah, c'est une vision très particulière, évidemment, de l'intérêt national. Alors, par exemple, eh bien, vous vous rappelez, la Hongrie fait partie de l'OTAN. Il avait fait savoir qu'il allait mettre son veto, puisqu'il faut que ça soit adopté à l'unanimité, contre l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et puis, jusqu'au moment où l'Union européenne a largué, je ne sais plus combien, une dizaine de milliards d'euros de subventions qui avaient été retenues, qui n'avaient pas été données à la Hongrie à cause justement de déclarations à l'emporte-pièce de M. Orban. Donc en fait, je suis désolé, c'est de la prostitution. Voilà. Donc finalement, il avait levé le veto contre l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et puis, M. Viktor Orban s'est fait une spécialité d'apparaître comme étant pour la paix et comme étant un soutien de la Russie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est présenté. C'est d'ailleurs, si vous lisez la notice Wikipédia du groupe Patriote européen, c'était l'une des raisons, paraît-il, pour lesquelles M. Orban avait créé ce groupe, c'était justement d'avoir un soutien à la Russie. C'était présenté comme cela. En pratique, monsieur Orban, désolé de le dire, mais là aussi il a tourné kazakh, puisque très récemment il a donné un entretien à Darius Rojbin, ce journaliste d'origine irano-helvétique, qui maintenant sévit sur les ondes françaises et pour porter la parole de l'oligarchie euro-atlantique. Il est très spécialisé sur cette question, bien entendu. Il est en permanence en train de ressasser le narratif otanien contre la Russie pour soutenir l'Ukraine. Eh bien, M. Rojbin a interrogé donc Viktor Orban et regardez, sur la question de l'Ukraine et de la Russie, écoutez bien ce qu'a expliqué Viktor Orban. Regardez.
Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe? Non. Pourquoi? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. L'Ukraine a tout son droit de se défendre. D'ailleurs, elle le fait de manière héroïque. Bon, voilà. Moi, j'en étais resté au fait que Viktor Orban était plutôt du côté russe et en tout cas voulait arrêter la guerre et arrêter d'envoyer des subventions à l'Ukraine. On apprend quoi? On apprend que Viktor Orban reprend à son compte le bobard euro-atlantiste selon lequel la Russie serait extrêmement faible militairement. Et il utilise cet argument, c'est incroyable. Il utilise que la Russie n'est même pas capable de battre l'Ukraine, il ne peut pas se battre contre l'OTAN, mais c'est vraiment se moquer du monde. L'Ukraine n'est qu'un proxy. La Russie se bat contre l'OTAN en ce moment. Il y a une coalition de 31 pays qui soutient l'Ukraine contre l'OTAN. S'il n'y avait pas l'OTAN derrière Zelensky, ça serait terminé depuis belle lurette, l'affaire de la guerre en Ukraine. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et après, il est là en disant, voilà, il faut soutenir le peuple ukrainien. Ah, excusez-moi, mais des gens qui ont cette fiabilité, c'est vraiment zéro. En attendant, vous noterez que M. Orban a donc à son tour épousé le narratif pro-Zelensky et anti-russe du groupe patriote européen, tout comme d'ailleurs M. Bardella. Ensuite, à droite, il y a maintenant M. Matteo Salvini. Alors Matteo Salvini, qui était à la tête de la Ligue du Nord, qui est l'extrême droite italienne, qui fait partie de la Lega. La Lega qui fait partie de la coalition gouvernementale derrière Meloni, mais je précise, je rappelle quand même, que la Lega et M. Salvini ne font pas partie du groupe du parti de Mme Meloni. Le parti de Mme Meloni s'appelle Fratelli d'Italia, frère d'Italie, et son parti politique au Parlement européen italien ne fait pas partie du groupe patriote européen. Le groupe de Mme Meloni fait partie d'un autre groupe qui est conservateur et réformiste européen. Monsieur Salvini est sur le déclin, en fait. Son heure est un peu passée. Et donc, je ne vais pas parler de Salvini. En gros, tout le monde le connaît. C'est pas quelqu'un sur lequel je souhaite attirer particulièrement votre attention. Je préfère attirer votre attention sur des personnalités moins connues, notamment monsieur Santiago Abascal, l'Espagnol, qui est à la tête du parti qui s'appelle Vox, qui est un parti, c'est un peu l'équivalent du Rassemblement national, mais plus exactement, il ressemblerait davantage au parti de Zemmour, Reconquête, puisque c'est quand même un parti qui est très, très, très anti-musulman, très anti-immigration, mais c'est aussi un parti qui cultive des nostalgies franquistes, à la limite comme M. Zemmour, dont je rappelle qu'à plusieurs reprises, il a même été condamné pour cela. M. Zemmour a tenu des propos plutôt favorables à Pétain, en disant que Pétain avait sauvé des Juifs, et ci, et ça. Donc on est un petit peu dans la même mouvance, c'est-à-dire que M. Abascal, il a tenu des propos qui, sur le fond, que l'on peut discuter d'ailleurs, mais qui sont un peu provocateurs. Il ne parle pas de féminisme, par exemple, mais il se bat contre le féminazisme. C'est comme ça qu'il appelle les mouvements féministes. Donc, disons qu'il pousse le bouchon un petit peu loin. Il ne donne pas toujours dans la dentelle. À sa droite, vous trouvez Madame Aphroditi Latinopoulou, qui est une responsable politique grecque à la tête d'un parti qu'elle a, donc, dont elle a pris la tête et dont elle a changé le nom pour l'appeler maintenant donc la Voix de la Raison. Alors Madame Aphroditi Latinopoulou, elle a deux éléments qui font tout son charme. D'abord, elle s'appelle Aphrodite. Or, Aphrodite, c'est quand même la déesse de la beauté et de l'amour en Grèce, dans la mythologie grecque. Et en plus de ça, elle est extrêmement jolie. Elle a 34 ans. C'est une très très belle femme, ce qui ne passe sans doute pas pour rien dans ses scores électoraux, mais qui sont quand même très faibles, puisque elle faisait 0,40%
des suffrages en 2023. Et pour les européennes, comme elle a eu une meilleure exposition médiatique, elle a eu 3% des suffrages. Ce qui lui a permis à elle, parce que la loi en Grèce est différente d'en France, à au-dessus de 3%, vous avez un député au Parlement européen, donc elle a été députée au Parlement européen. Bon, c'est un parti qui est un parti très faible, qui reste faible sur la scène politique grecque, mais qui est un parti tout à fait comparable au RN. C'est un parti qui a pour l'instant un peu évité les scandales, mais qui met quand même plus à droite que le RN. Elle demande le rétablissement de la peine de mort pour les crimes particulièrement horribles. Pour le reste, elle est atlantiste. Elle est très anti-islam, mais elle est atlantiste. Elle est très pro-israélienne. Voilà, ça c'est cette personne. Ensuite, à droite, vous avez monsieur Christophe Bosac. Alors, je précise que je ne connais pas toutes ces langues, hein, donc peut-être que je prononce mal la façon dont je le prononce à la française. Alors Christophe Bosac, c'est quelqu'un qui a 42 ans, qui est le vice-président de la Diète polonaise et qui est donc lui c'est quelqu'un de relativement important et qui est le vice-président du mouvement national polonais. C'est vraiment l'équivalent de Rassemblement national. Ruch Narodowi, ça se dit en polonais. Le président n'est pas venu, mais il s'est fait représenter par son vice-président. C'est pour ça qu'il n'est pas compréhensible que M. Gerd Wilders ne soit pas fait représenter, à part s'il n'était pas disponible personnellement. Et idem pour les Danois, idem pour les Portugais, etc., comme je le disais tout à l'heure. Alors lui, c'est un mouvement de tradition catholique, favorable aux familles, qui est à tendance nationaliste. Pas grand-chose à en dire, si ce n'est que, comme tous les autres auparavant, j'ai oublié de le préciser, il veut rester dans l'Union européenne. Ça, c'est très important, c'est de voir que tous ces patriotes européens veulent rester dans l'Union européenne. Alors il reste deux personnes pour terminer le tour de table, si l'on peut dire. Donc vous avez Martin Helme. Martin Helme, il est estonien. Il est le président du Parti populaire conservateur estonien. C'est un parti qui est homophobe, c'est un parti qui est très à droite. Mais il y a un point commun avec le Rassemblement national, c'est que, en fait, il s'appelle Martin Helme et le président précédent de ce parti s'appelait Mart Helme et c'était son père. Voilà. Donc c'est une dynastie. Notez bien ça, la dynastie des Helme. HELME, ils sont présidents de père en fille. C'est exactement comme le Rassemblement national, où vous avez la dynastie Le Pen. Alors ça doit les rapprocher, donc c'est un parti qui est fondé sur le népotisme. Et puis le dernier invité, c'est M. Tom van Grieken, comme vous le voyez, qui est du Vlaams Belang, c'est-à-dire du parti flamand. Il représente la Flandre. D'ailleurs, je trouve assez étonnant que sur ces invités, il n'y ait pas marqué le drapeau de la Belgique, c'est le drapeau de la Flandre. Monsieur Van Grieken, il est le président du Vlaams Belang, parti d'extrême droite. Il a 38 ans et il est le président de ce parti depuis plus de 10 ans. Donc il avait commencé, vous voyez, c'est un peu le Bardella de l'étape. Il avait commencé à 28 ans. Voilà. Alors le parti Vlaams Belang, c'est un parti, j'allais dire, un peu classique, voilà, et qui s'est illustré. Il a fait un petit peu du Damien Rigueux ou du Jean Messia de l'étape. Il s'était illustré pour aller à la sortie d'école où il y avait des musulmans, faire une espèce d'apéro saucisse avec des brochettes de porc, des saucisses de porc, enfin, etc. Voilà. Alors lui, c'est un parti populaire qui est un parti très à droite. Et puis voilà. Alors cette brochette, puisque je parle de brochette, justement, c'est le cas. On reprend un petit peu maintenant tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi je vous ai montré tout ça ? D'abord parce que les Français, personne ne leur dit jamais quelles sont les affinités, les alliances que nous, les partis politiques français, avec d'autres partis, notamment dans le cadre européen. Or, il faut savoir que la scène politique française est complètement éclatée, d'ailleurs, au Parlement européen.
et que les mouvements d'extrême droite, comme c'est présenté dans les grands médias, qui ne sont pas toujours d'extrême droite d'ailleurs, loin de là, mais qui sont en général conservateurs, libéraux en matière économique, à part le Rassemblement national, et qui sont tous en fait atlantistes et pro-Ukraine et pour le fait de rester dans l'UE tout en la critiquant. En fait, il y a trois groupes de cette nature au Parlement européen. Il y a le groupe Europe des nations souveraines, dans lequel figure notamment Alternative für Deutschland pour l'Allemagne, et dans lequel figure Madame Sarah Knafo pour Reconquête, mais dans lequel ne participe pas le RN. Donc Europe des nations souveraines, c'est un premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui s'appelle Conservateurs et réformistes européens. C'est le deuxième groupe qui recueille des partis dits d'extrême droite. Et donc, dans ce groupe, il y a notamment le parti de Madame Meloni, Fratelli d'Italia. Mais il y a également Madame Maréchal et les trois autres députés européens français qui s'étaient fait élire sur la liste Reconquête avec Madame Knafo. Mais qui, vous savez, Madame Marion Maréchal a planté un coup de poignard dans le dos de Zemmour quelques heures après les élections. Et donc, ils ont conservé leur poste. Ils ont créé un nouveau groupe français qui s'appelle Identité Liberté. Et eux, ils appartiennent à ce groupe des conservateurs et réformistes européens. Et puis enfin, il y a le groupe dont je viens de parler, les Patriotes pour l'Europe, les Patriotes européens, auxquels appartient le Rassemblement national. Alors, pour que vous ayez une bonne compréhension des choses, sur les 720 parlementaires, le groupe Patriote européen du Rassemblement national compte 85 députés sur 720, c'est-à-dire à peu près 11,5% des députés. Le groupe conservateur et réformistes européens auquel appartient Marion Maréchal et Madame Meloni, eux, c'est 80 députés, c'est-à-dire 11,2% des suffrages. Et enfin, le groupe en Europe des nations souveraines, auquel appartient Madame Sarah Knafo, notamment, eh bien, c'est 27 députés. Donc, c'est le petit pousset. Voilà. Donc, déjà, il faut quand même que les Français le sachent. C'est que toute cette scène est éclatée au niveau européen. Hein, donc, c'est important à comprendre. Deuxièmement, s'agissant des patriotes européens, comme son nom l'indique, et comme je vous l'avais vu dans la brochette que je viens de vous montrer, en fait, eh bien, ils sont tous... leur point commun, c'est en règle générale d'être une hostilité à l'immigration, c'est même le cas systématique, très régulièrement très hostile à l'islam, ce qui n'est moins vrai du Rassemblement national, puis également souvent adeptes de provocation, et puis également qui sont pour une autre Europe, mais qui refusent de sortir de l'Union européenne. Voilà. C'est exactement d'ailleurs la même chose pour le groupe conservateur et réformistes européens qui, eux, sont tout à fait pour rester dans l'Europe, comme Madame Meloni et comme Madame Marion Maréchal. Enfin, le dernier groupe, Europe des nations souveraines, qui est le petit pousset, eh bien, eux aussi veulent rester dans l'Union européenne. Voilà. Alors, je voudrais conclure cette vidéo en rappelant ce que nous avions dit. Il faut comparer la profession de foi de M. Bardella, que j'ai commenté au début de cette vidéo, avec ce que nous disions. Et regardez ce que nous disions il y a un an, jour pour jour, dans notre profession de foi. C'était la liste Asselineau-Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Et dès le préambule, regardez, faites la comparaison. Nous disions, à la différence des autres partis, l'UPR ne vous raconte pas d'histoire. Depuis 17 ans, François Asselineau et l'UPR expliquent que l'UE n'est pas modifiable et qu'elle plonge la France dans le désastre. On ne sauvera pas notre pays avec des promesses sans cesse démenties d'autres Europes et les postures médiatiques de politiciens incompétents, corrompus ou tenus. Petit 1, l'UE nous soumet à une dictature antisociale, il faut sortir de l'Union européenne. Petit 2, l'euro fait péricliter notre industrie et exploser notre dette, il faut sortir de l'euro. Petit 3, l'OTAN entraîne la France vers la Troisième Guerre mondiale, il faut sortir de l'OTAN. Si la liste Asselineau-Frexit obtient des eurodéputés le 9 juin, ils n'auront bien sûr pas plus de pouvoir que les autres. Mais ils pourront imposer le débat sur le Frexit au sein même du Parlement européen et devant l'opinion publique française. Vous voyez la différence entre ce que nous disons, nous,
et ce que disent les autres, et notamment si vous faites la comparaison avec la profession de foi de Mme Le Pen et Bardella pour le RN, c'est que nous, là, je peux contresigner exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons dit la vérité. On ne dit pas aux Français qu'on va faire mondes et merveilles. On leur montre la vérité. Et si vous tourniez notre page, si vous regardiez la deuxième page, le verso de cette profession de foi, qu'est-ce que vous voyez ? On voyait que tous ceux qui promettent une autre Europe vous mentent. Quel est le poids politique réel des eurodéputés français ? 11,25% avec 81 députés sur 720. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Les eurodéputés peuvent-ils changer l'Europe ? C'était l'explication que non. Quel est le pouvoir réel des eurodéputés, des 720 eurodéputés ? Eh bien, nous expliquions là aussi, et que, en réalité, ce pouvoir était faible. Et on terminait en disant, attention, désobéir au traité comme certains le préconisent, n'est de toute façon pas à la portée des eurodéputés. Seul un gouvernement pourrait s'y hasarder, mais cette velléité serait tout de suite contrée par la Banque centrale européenne qui menacerait la France de laisser exploser les taux d'intérêt sur sa dette publique en ne rachetant pas les obligations assimilées du Trésor. Deuxièmement, par la Cour de justice de l'Union européenne qui déclencherait aussitôt les procédures conduisant à des sanctions financières dissuasives contre la France. Et on terminait en disant la liste Asselineau-Frexit ne prend que des engagements qu'elle pourra tenir. Nos députés justifieront la nécessité du Frexit en s'engageant notamment jour après jour contre la guerre. Ils s'opposeront au financement d'une guerre folle contre la Russie, à la politique des sanctions stupides, à la violation permanente du droit, contre la corruption. Nos députés ne seront ni lâches ni fainéants. Ils éplucheront les dossiers avec professionnalisme et intransigeance pour démasquer la corruption et les abus de pouvoir. Ils mettront par exemple tout en œuvre pour clarifier et porter devant la justice le contrat de 41 milliards d'euros entre la présidente de la Commission européenne et le PDG de Pfizer. Contre les élargissements délirants de l'UE, nous refuserons l'élargissement de l'Union européenne aux 9 États candidats dont l'Ukraine, l'Albanie et la Géorgie. Plutôt que de verser des milliards d'euros via l'UE à des pays gangrénés par les trafics, les crimes et les mafias et qui sont en dehors de notre zone d'influence traditionnelle, nous dirons que le gouvernement français doit consacrer ces sommes à réparer notre pays qui part en lambeaux. Contre l'immigration de masse planifiée par l'UE, l'UE a planifié un afflux massif sur son territoire de 4 millions de migrants légaux par an, équivalent à l'ajout d'une population française tous les 17 ans. Ces nouveaux venus peuvent s'implanter partout dans l'UE, notamment en France. Nos eurodéputés combattront cette politique insensée. Et donc je conclurai par cette déclaration de Mme Le Pen, c'était il y a quelques heures, contre Emmanuel Macron, qu'elle accuse de ne rien faire, parce qu'elle n'a pas tort d'ailleurs là-dessus. Mais elle a dit très exactement ceci, vous le voyez. Elle a parlé de Macron en disant « il s'enferre dans l'aveuglement ». Elle a accusé Macron d'inaction contre l'immigration irrégulière après que Macron l'a attaqué sur sa surenchère sécuritaire. Alors ça, c'est très très important. Hein. Les mots sont super importants. Madame Le Pen, maintenant, part en guerre contre l'immigration irrégulière. Comprenez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est comme Madame Meloni. Hein. Madame Meloni, elle a chassé les migrants illégaux. Le nombre de migrants illégaux arrivant en Italie a baissé des 2/3. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, eh ben, Madame Meloni, elle a régularisé à tour de bras et a donc augmenté le nombre de migrants légaux plus que le nombre de migrants illégaux diminuait. Lorsque Mme Le Pen s'en prend maintenant à l'immigration illégale, ça veut dire qu'en fait, le sous-entendu, c'est qu'elle ne s'attaque plus à l'immigration légale. C'est d'ailleurs parfaitement cohérent, puisqu'elle veut rester dans l'Union européenne et dans la politique migratoire de l'Union européenne et qu'elle chante les mérites des patriotes européens. Donc ceux d'entre vous, les électeurs qui pensent que si Mme Le Pen ou M. Bardella arrivaient au pouvoir, eh bien, il y aurait un arrêt de l'immigration. Alors, a fortiori, ceux qui pensent qu'il y aurait une remigration avec Zemmour ou avec Mme Knafo, qui veulent eux aussi rester dans l'Union européenne, on n'arrive déjà même pas à faire respecter des OQTF. Eh bien, en fait, il faut savoir que vous serez trompés, comme l'ont été les électeurs de Mme Meloni. En réalité,
au bout du compte de tout cet examen, c'est que aujourd'hui même, 9 juin 2025, Madame Le Pen et Monsieur Bardella fêtent les patriotes européens. Ils fêtent en fait leur soumission complète à la construction européenne, alignée derrière l'OTAN, derrière le narratif anti-russe et derrière le narratif qui consiste à dire finalement, eh bien, c'est normal, d'augmenter le nombre de migrants légaux. La seule chose qui compte, c'est de taper sur les immigrants illégaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est à vous, en votre âme et conscience, de réfléchir à pour qui vous allez voter aux prochaines élections. Vive l'Union populaire républicaine et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.